Chers amis, bonsoir. Nous voilà comme chaque dimanche ensemble pour une nouvelle réunion, une nouvelle visioconférence sur un thème extrêmement important et aussi délicat, puisqu'il s'agit de savoir comment régler les désaccords dans le couple. Pour répondre à vos questions, à vos attentes, nous avons notre intervenant habituel, Michel Kenmoué, qui est parmi nous, et nous voulons l'accueillir et lui dire bonsoir. Bonsoir, Michel Kenmoué. Bonsoir, pasteur. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, la Bonsoir. question, elle est déjà posée. Comment régler les désaccords dans le couple? Cela signifie que nous admettons d'un trait que les couples puissent avoir des désaccords. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous dire qu'est-ce qui peut créer ce genre de situation dans un couple qui s'est promis fidélité jusqu'à la mort et surtout le désir de vivre ensemble en paix? Merci, pasteur, pour le privilège de cet entretien. Merci de ce que Dieu nous permette de pouvoir effectivement, à travers la technologie, pouvoir échanger sur ce sujet ô combien important. Pasteur, vous mettez le doigt là, effectivement, sur une question fort importante. C'est-à-dire qu'au-delà de la promesse que les époux se sont faits pour vivre jusqu'à ce que la mort les sépare, l'autre dimension de la relation de couple, c'est que normalement, cette relation est censée être fondée sur l'amour. Donc, on serait tenté de se poser la question, comment est-ce que des personnes qui s'aiment, qui ont décidé de s'aimer toute leur vie, qui sont attirées par une relation forte d'amour, se retrouvent dans des situations conflictuelles? Alors, déjà dire, pasteur, que nous abordons une question qui est extrêmement grave. D'autant plus grave qu'au moment où nous sommes en train de parler, on ne peut pas compter le nombre d'hommes et de femmes qui souffrent dans leur chair du fait de situations intenables au sein de leur foyer, dans des relations qu'on a choisies avec amour, dans des relations qu'au départ, on a voulu que ce soit des relations de bonheur, des relations de paix, des relations qui permettent aux uns et aux autres de s'épanouir. Le nombre est grand. Le nombre des personnes qui sont sorties de la relation de couple complètement désillusionnées est extrêmement grand. Cependant, comme vous aviez dit au tout début, quels sont les éléments qui peuvent conduire à ce qu'un couple puisse avoir des problèmes? Il y a des études qui ont été faites et de les catégoriser en 5 groupes que je m'en vais. Une des causes fondamentales de conflit au sein d'un couple, c'est les attentes non réalisées. C'est-à-dire que très souvent, lorsque nous nous engageons dans une relation de couple, nous nous faisons des idées. Qui de nous n'a pas, avant de se marier, s'est imaginé de comment est-ce que son épouse ou bien son époux va se comporter, comment est-ce que les week-ends vont se passer, comment est-ce que ça va se passer à la maison, le soir quand on se retrouve ensemble, comment est-ce qu'on va faire l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on va gérer ensemble les ressources financières de la maison, comment est-ce que notre intimité, nous comptons la vivre ensemble. On s'est donné une sorte de représentation de ce qui est la chose idéale dans notre relation de couple. Mais une fois dans la relation de couple, on est vite désillusionné. On se retrouve que entre ce qu'on a espéré voir dans la relation de couple et ce qu'on vit réellement, on ne voit pas cela arriver. On ne voit pas les attentes qu'on portait dans son cœur, qu'on s'était, tous les films que l'on s'est fait dans son esprit. On ne voit pas cela voir le jour dans la relation de couple. Ça, c'est un premier élément qui peut être effectivement source de différends ou de conflits dans une relation de couple. Est-ce qu'on n'a pas tendance à idéaliser le mariage et la relation de couple à travers les novellas, à travers les histoires fantastiques, ce qui fait que l'on vient dans la vie de couple, dans le mariage,
avec des idées un petit peu biaisées? Il y a ce facteur, pasteur. C'est un facteur qui est non négligeable dans la relation de couple. Mais je pense que fondamentalement, dans ce que nous verrons d'ailleurs par la suite, c'est que ce n'est pas tant le fait d'avoir des rêves, de se faire des films par rapport à ce qu'on attend dans la relation de couple qui est le problème. Mais c'est comment est-ce qu'on gère cela une fois dans la relation de couple. On peut le gérer efficacement et cela ne pose pas de problème. On peut aussi mal le gérer, et c'est ce qui se passe très souvent, mal gérer ses attentes et cela devient source de conflit. Nous verrons d'ailleurs par la suite comment est-ce qu'on peut régler cette question. Le deuxième aspect qui est aussi source de conflit, c'est l'absence d'autocritique. Vous savez, parfois, prendre le temps de s'auto-examiner, d'examiner son comportement dans la relation de couple est un exercice extrêmement enrichissant lorsqu'on le fait en toute sincérité. Vous savez, l'un des auteurs que j'aime bien, qui s'appelle Daniel Kahneman, disait ceci: nous pouvons être aveugles à ce qui est évident, mais nous sommes aussi aveugles à notre propre aveuglement. Lorsque nous vivons une relation de couple, nous pouvons très souvent être aveugles à ce que nous sommes, à notre manière d'être. Mais notre partenaire, il nous regarde, il sait des choses de nous que nous-mêmes nous ignorons. Parce que quoi, nous sommes parfois aveugles à ce qui est évident. Mais le partenaire avec qui nous sommes sait des choses de nous que lorsque le partenaire nous le retourne, que voilà comment est-ce que nous sommes, alors voilà, on le prend très mal. Je prendrai un exemple, peut-être plus concret. Si nous avons notre partenaire, on va peut-être à un restaurant, qui est cette histoire qui a été d'ailleurs présentée, et qu'on a une fête, et qu'à une fête, pendant que je mange, par exemple, j'ai la mayonnaise qui tombe sur mon habit, alors je ne vais pas m'en rendre compte, et mon épouse ne va pas se gêner de venir me dire, voilà, il y a de la mayonnaise sur ton habit, et elle va le nettoyer, et je vais trouver que c'est bon. Mais si mon époux ou bien mon épouse met le doigt sur un aspect de mon comportement qui est négatif, dont je n'ai pas conscience de son existence, subitement, cela peut être source de conflit. Donc, le fait de ne pas de temps en temps m'auto-examiner, faire cet exercice d'autocritique, m'amène à me retrouver dans une relation de couple en ayant un aspect de moi dont j'ignore moi-même. Et pourtant, mon partenaire sait que j'ai ces traits, que j'ai cette personnalité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce refus de cet exercice d'autocritique, c'est que nous avons des parts de nous dont nous sommes effectivement conscients, mais qu'on a de la peine à pouvoir les mettre à jour. Par exemple, dans une relation de couple où un partenaire a été longuement abusé pendant qu'il était enfant, pendant qu'il était jeune dans sa relation, et qui, cela l'a marqué toute sa vie, et que dans sa relation maintenant de couple, se rend compte qu'il y a des souvenirs, des flashbacks de cela qui risquent de venir pourrir leur relation de couple et dont on n'a pas envie d'en parler, ça peut être aussi source de conflit dans une relation de couple. Parce qu'il y a cet aspect de nous qu'on ne veut pas mettre au devant. Et donc, comme le partenaire ignore que nous sommes témoins ou bien que nous sommes rescapés d'une expérience douloureuse de notre vie, alors notre partenaire ne peut interpréter notre comportement qu'à la lumière du peu qu'il ou elle sait de nous. Parce que je ne lui ai pas donné l'occasion, effectivement, d'avoir la compréhension de cet autre passé qui pourrait justifier telle ou telle réaction ou attitude de ma part. La troisième chose, c'est qui est aussi source de conflit dans la relation de couple, c'est la question de compétence. Vous savez, l'amour, quand on est amoureux et qu'on entre dans une relation de couple, l'amour ne règle pas tout. L'amour ne fait pas de nous, ce n'est pas parce que j'aime mon partenaire que automatiquement, quand je vais arriver dans la relation de couple,
je saurais gérer efficacement les ressources financières de la famille. Si je n'ai jamais appris à gérer les ressources financières, l'amour ne va pas venir combler le défi de compétences nécessaires pour réussir une vie de couple. Donc, très souvent, les limites dans les compétences des uns et des autres dans une relation de couple peuvent, comment je vais dire, nourrir des différends et des conflits dans les relations de couple. Et enfin, l'autre élément qui est aussi source de conflit dans une relation de couple, ce sont des circonstances inattendues. Des circonstances inattendues. Alors, lorsqu'on va dans une relation de couple, on s'est imaginé comment est-ce que les choses vont se passer, et c'est tout cela. Et puis, hop, une situation que ni vous, ni votre partenaire n'y a jamais pensé, et cela surgit dans votre relation de couple. Ça vous prend au dépourvu. Et ça, si on n'a pas les attitudes conséquentes que nous verrons d'ailleurs par la suite, il est impossible que l'on puisse, il est difficile que nous puissions sortir de ce type de situation imprévue sans connaître des différends. Alors, j'ai oublié un point d'ailleurs lorsque je parlais aussi, donc, qui était d'ailleurs le 4e point, qui est les choix que nous faisons dans la relation de couple. Les décisions que nous prenons tous les jours, nous sommes confrontés à la nécessité et l'obligation de prendre des décisions. Et ces décisions impactent notre vie et la vie de notre partenaire et de notre famille, et voire même au-delà. Alors, ces choix peuvent être aussi en eux-mêmes source de conflit. Parce que, au moment de prendre ces décisions, il peut arriver que l'autre ne soit pas disposé à nous suivre dans la direction que nous voulons prendre. Et tout cela, donc ça, ce sont des sources qui ont été clairement identifiées comme étant des sources de conflit, dans les potentielles sources de conflit dans une relation de couple. Lorsque vous parlez des choix, est-ce que vous parlez des choix qui sont faits alors qu'on est déjà ensemble ou des choix qui ont été faits avant la rencontre en couple et qui, quelquefois, peuvent déterminer des comportements négatifs? Oui, je pense qu'on peut l'analyser sous ces deux angles, c'est-à-dire des choix que l'on a fait avant, qui peuvent effectivement, par la suite, exiger de nous un effort surhumain parfois pour nous accommoder à l'exigence de la relation de couple. Des choix que nous avions faits par le passé. Mais c'est surtout les choix que nous faisons dans la relation de couple, qui est ce qui peut être effectivement source de conflit. Je ne vois plus rien. Donc, dans une relation de couple, si les choix que nous sommes sur le point de faire, si ce sont des choix que nous faisons sans l'adhésion des uns et des autres, alors il est possible que le choix peut être fait, mais conduire à une catastrophe entre les époux. Alors, inévitablement, il serait intéressant de savoir quels sont les outils dont dispose le couple pour trouver des solutions ou amener à des solutions face à certains problèmes identifiés et identifiables. Alors, pasteur, effectivement, fort heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il est possible de régler les conflits lorsqu'ils arrivent. Déjà, nous devons reconnaître qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une arme importante qui est la prière, qui est déjà une arme que nous devons, autant que faire se peut, utiliser pour affronter les difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de notre relation de couple. Mais en termes d'outils de communication, dont nous disposons, qui peuvent nous aider à régler les questions de couple, je dirais que le premier, c'est la reconnaissance de nos différences. Je crois que lors de notre dernière émission, que nous avons fait allusion à ça, mais cette fois, je mets l'accent sur
il faut que les époux prennent conscience qu'il peut exister une différence sur la manière dont les deux expriment leur amour l'un vis-à-vis de l'autre. Les langages de l'amour. On pourrait revenir là-dessus dans une autre édition. Et ça, c'est prendre conscience de cette différence. C'est-à-dire que le fait de ne pas reconnaître que la manière d'exprimer son amour vis-à-vis de son partenaire n'est pas forcément de la même façon que mon partenaire me l'exprime, est déjà une prédisposition qui peut nous aider à pouvoir affronter des conflits. Alors, je voulais quand même dire quelque chose au sujet de la prière qui est pratiquement la recette la plus facile à proposer aux couples en difficulté. Mais souvent, nous avons le retour de ceux qui se trouvent dans ces situations et qui laissent supposer qu'ils ne font pas toujours confiance à la prière. Oui, pasteur, je crois que, et là je parle sur votre contrôle, j'exprime là ma conviction, c'est qu'il y a ce que Dieu a mis en notre pouvoir de faire et il y a ce que Dieu fait pour nous. Je ne pense pas que ce que Dieu a mis à notre portée de faire pour pouvoir apporter un début de solution à un problème, qu'il viendra le faire à notre place. Et que la prière le fera à notre place. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si le fait de manifester de l'écoute vis-à-vis de mon partenaire est une condition pour résoudre les conflits, ce n'est pas la prière, quelle que soit la prière que je vais faire par rapport à ce conflit, tant que je n'oriente pas cette prière pour que je puisse prendre l'action qui est nécessaire, à savoir cette attitude d'écoute, je suppose, de mon point de vue, que ça ne va pas changer. En d'autres mots, la prière doit s'accompagner de ce qui relève de nous. Et ça, je mets l'accent ici donc sur ce qui relève de nous. Prendre conscience de ce que il y a une différence dans la manière par laquelle les époux peuvent exprimer leur amour. Le deuxième point… Nous avons une question. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, hein, l'autre principe qui, de notre point de vue, est important, c'est que nous devons reconnaître que dans une relation de communication, notre partenaire a des attentes. De la même manière que nous avons des attentes, notre partenaire a aussi des attentes. Mais seulement, si nous ne faisons pas connaître à l'autre quelles sont ses attentes, et si l'autre ne fait pas que nous puissions connaître quelles sont ses attentes, il est impossible que nous puissions faire l'effort de les satisfaire. Donc, le fait, il est important en tant que principe de savoir verbaliser ses attentes vis-à-vis de son partenaire. Le troisième point qui est important, c'est la patience. Cette patience implique… Pourquoi je parle de patience? La patience, c'est que parfois, il y a des conflits qui ne peuvent pas être résolus sur le champ. Il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre juste parce qu'on a invité le partenaire et qu'on a discuté et que du coup, on s'attend à ce que le problème soit résolu parce qu'on en a discuté. Il y a des conflits qui demandent de la patience, qu'on donne du temps à l'autre, aux uns et aux autres, pour que vous puissiez intégrer les différentes perspectives issues de vos discussions pour arriver à la conclusion. Donc, le fait de vivre une relation de couple et de penser que lorsqu'il y a un conflit, on le résout tout de suite, peut être une mauvaise approche pour pouvoir résoudre les questions de problème. Donc, ça, en tant que troisième principe, c'est de savoir que certains problèmes ne peuvent pas être résolus de suite. Et en dernier, nous avions parlé effectivement de cette nécessité d'exprimer à l'autre les attentes, mais c'est que les attentes non verbalisées, les attentes que j'ai vis-à-vis de mon partenaire et que je n'ai pas exprimé à mon partenaire ces attentes,
pas à cause de mauvaises intentions, mais parce que je me dis que mon partenaire doit savoir qu'il faut faire ça. Je prends un exemple. C'est de dire, par exemple, une épouse qui laisse son époux à la maison et avec qui ils n'en ont jamais discuté sur le fait qu'en mon absence, il faut que tu puisses ranger telle chose, mettre telle chose à son endroit, ainsi de suite, en se disant, OK, comme je suis absent, il va certainement ranger telle chose et comme je vais passer la journée absente, alors il va régler telle ou telle question de manière à ce qu'à mon retour à la maison, ce sera déjà fait telle ou telle chose. Alors, si le partenaire fait tout ce film dans sa tête sans verbaliser cela à son conjoint ou sa conjointe, il ne faut pas être surpris qu'à son retour, de se rendre compte que le partenaire resté à la maison n'a pas fait les choses comme on s'attendait. Donc, la nécessité de verbaliser ses attentes, non seulement par rapport aux travaux de la maison, par rapport à la gestion financière, même par rapport à notre relation d'intimité. Savoir les verbaliser. On ne le dira jamais assez. D'ailleurs, concernant la relation d'intimité, c'est que très souvent, beaucoup de relations intimes entre les époux non satisfaites sont du fait, très souvent, de cette non-verbalisation de l'attente que l'un a vis-à-vis de l'autre. Et donc, voilà un peu, pasteur, les quelques éléments que nous pourrons mettre en évidence qui peuvent permettre de décanter. C'est-à-dire que si les partenaires peuvent déjà l'intégrer, ça peut les aider à décanter des situations et ainsi limiter la probabilité de survenue des conflits. Nous allons voir si Eliane peut à nouveau communiquer. Tu as la parole, Eliane. Oui, je peux communiquer. J'ai raté une partie, c'est dommage. Mais je voulais poser une question. Pourquoi dans le couple, je vais prendre mon exemple, il n'y a pas eu une communication entre nous, entre le père de mes enfants et moi? C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à nous expliquer, à nous entendre. Pour lui, comme il disait, c'est le mari qui est le chef. Donc, pour lui, tout était, il fallait à tout prix que je l'écoute. Tout ce qu'il disait, je devais faire. Alors qu'en principe, on doit s'asseoir à une table et on doit parler. S'il y a un problème, on doit discuter, échanger, miser ce qui va, ce qui ne va pas. Ça n'a pas été le cas pour nous. Et ça a été bien dommage puisque nous nous sommes séparés. Donc, voilà. Donc, je voudrais savoir pourquoi il y a dans certains couples, il n'y a pas d'entente. Alors, si j'ai bien compris, Eliane, c'est que vous dites que dans le cas de votre relation de couple, il y avait, dites-moi si j'ai bien compris, hein, il y avait un époux qui estimait que, en tant que chef de famille, ce qu'il dit, c'est ce qui est fait loi, et que, parce qu'il a dit, tout le monde doit s'y soumettre, un point c'est tout. C'est ça que vous dites ou... Oui, oui. Oui, oui. C'est bien ça oui. ou Oui, c'est bien ça. Oui. Ah, ok. Merci. Alors. Oui, c'est bien ça. Et vous avez dit. Pour lui, eh bien, la femme, elle devait rester à un certain niveau. Voilà. Mais, et vous aviez aussi dit que, selon vous, vous pensiez que ce qui doit se faire, c'est que effectivement l'époux puisse inviter l'épouse, que les deux s'asseyent et discutent de tout problème et prennent des décisions ensemble. C'est bien ça. Voilà. Alors, oui, c'est bien ça. Il est difficile de pouvoir, sur cette base, conclure que voici ce qui a été la cause d'un problème, mais seulement dire, est-ce que dans votre relation, est-ce qu'il vous est arrivé d'exprimer cette attente-là, c'est-à-dire d'exprimer que vous souhaiterez que votre époux puisse vous inviter
effectivement à vous asseoir pour qu'ensemble vous puissiez discuter afin que, avant qu'ils ne prennent la décision, qu'ils puissent au moins intégrer ton avis dans les éléments qui vont lui permettre la prise de décision. Je ne demande pas de répondre, hein. Je parle là pour tout le monde, pour dire très souvent, l'un des éléments qu'il est important aussi de prendre en considération dans les attentes non satisfaites, lorsque nous avions parlé des attentes non satisfaites, c'est de pouvoir les verbaliser d'une manière constructive, non pas d'une manière pour, comment je vais dire, pour être dans une situation de friction, mais d'une manière constructive. Donc, par exemple, ce que j'ai dit, je pense que l'une des choses, si un époux, de par son éducation, parce que nous avions dit il faut prendre conscience des différences, si de par son éducation, il arrive à cette conclusion, je pense qu'il peut avoir plusieurs approches qui peuvent aider non seulement à comprendre pourquoi est-ce qu'il a ce principe de croire qu'il est l'époux, il est le chef de la famille et que ce qu'il dit doit faire autorité. Je pense que l'un des premiers exercices, c'est de pouvoir l'inviter à l'écoute pour comprendre qu'est-ce qui le conduit à pouvoir arriver à cette conclusion de penser que la vie de son épouse ne compte pas. Je suis sûr que sa réponse, si on est dans une relation de franchise, sa réponse va être très enrichissante pour comprendre qu'est-ce qui, dans son enfance, qu'est-ce qui, dans sa vie, a contribué à, comment je vais dire, à façonner la personne qu'il est devenu de manière à penser de manière unilatérale que je suis le chef de la famille et ce que je pense fait autorité, les autres avis ne comptent pas. Je pense que c'est un premier aspect. L'autre aspect que je crois sur cette question que vous venez de soulever, c'est cette invite à l'écoute. OK, tu veux être le chef de famille, tu veux être celui qui décide, permets-moi au moins de pouvoir te donner un avis supplémentaire, une opinion supplémentaire que tu vas utiliser dans la prise de tes décisions. Et je pense que c'est dans un processus continu d'échange sans rechercher la confrontation de ce que c'est mon idée qui doit primer. Je pense que s'il y a de part et d'autre une volonté d'avoir une relation de couple harmonieuse, je pense que ça pourrait conduire à ce que de moins en moins l'époux puisse croire que son épouse ou bien que son partenaire n'a pas d'idée pertinente à proposer sur tel ou tel autre sujet. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme élément. Il y a certaines personnes qui, bien entendu, ont compris que le silence est d'or et installent un silence permanent dans leur relation de couple. Et je me souviens d'une jeune fille qui était fréquentée par un garçon qui ne disait absolument rien lorsqu'ils se rencontraient et elle a mis un terme à leur relation, elle ne l'a pas épousé et quand on a cherché à savoir pour quelles raisons ce mariage n'a pas pu avoir lieu, elle a simplement dit « je ne peux pas parler à une statue ». Alors, est-ce que le silence a une vertu dans la relation de couple et peut-il être générateur de conflits? Alors, merci Pasteur. Je crois que depuis le début de notre programme, nous avons suffisamment mis en évidence l'écoute. Je pense qu'il faut faire la nuance entre l'écoute et le silence. Personne ne veut, enfin, je pense que si la base même de la relation de couple, c'est d'être avec autrui. Et être avec l'autre, c'est d'être avec l'autre avec qui on veut échanger, au moins s'échanger des paroles, même si, même entre sourds, s'échanger des signes qui sont aussi une façon de pouvoir parler. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la nuance entre l'écoute et le silence. Il est difficile d'avoir une relation constructive, d'avoir une communication efficace si l'autre a fait le choix de rester silencieux. Comment est-ce que je saurais ce que l'autre
ce qui plaît à l'autre. Comment est-ce que je saurais que l'attitude que j'adopte est une attitude déplaisante, que l'autre ne supporte pas, si l'autre ne me dit rien? Donc, je crois que le silence, pour le silence dans une relation de couple, ça ne peut pas aider à avoir une relation constructive. Il faut bel et bien de la communication. Il faut même, c'est normal que dans cet exercice de communication, qu'il arrive des fois même des conflits, parce que ce sont ces conflits qui vont, bien entendu, aider le couple à savoir se développer, s'épanouir et se solidifier aussi. Donc, je crois fondamentalement qu'il faut, dans une relation de couple, qu'il y ait des échanges, de la communication. Les jeunes couples font souvent référence à une situation, c'est-à-dire dès qu'il y a une discussion, dès qu'il y a une ébauche d'échange, c'est souvent traduit comme une volonté de polémiquer, de discuter, et cela peut dégénérer. Alors, comment éviter que l'échange ne dégénère et que l'on ne panique en pensant que l'amour est en train de disparaître? Alors, pour répondre à cette question, ça va nous amener à aborder cette partie sur les quelques principes qui peuvent aider à pouvoir mieux s'attaquer aux conflits lorsqu'ils arrivent dans la relation de couple. Alors, la première des choses, pasteur, c'est que lorsqu'il y a un différend dans une relation de couple, il faut s'attaquer au problème et pas à la personne. Vous savez, très souvent, j'ai connu des couples où dès qu'il y a un problème qui surgit, on s'en prend à l'autre en tant que personne et non pas au problème qui est arrivé. Donc, première des choses que je pense importante, au lieu de s'engager à s'envoyer des paroles déplaisantes à l'autre parce qu'il y a eu un problème, les insultes, le fait de mépriser, le fait de tenir des propos dégradants vis-à-vis de l'autre, le fait d'entrer dans une colère extrême où on déboule des mots qu'après, on va certainement se sentir mal parce qu'on les a prononcés. Il faut déjà se dire que quand il y a un problème, le problème, ce n'est pas l'autre. Il faut pouvoir nommer le problème. Si le problème, c'est le fait que votre époux, par exemple, ne donne pas un coup de main à la maison pour vous aider à faire des tâches ménagères, ne vous en prenez pas à lui de ce qu'il ne fait jamais rien. Le problème, c'est que vous avez besoin de coups de main pour des tâches ménagères et que vous ne recevez pas. Et c'est de ça dont il faut parler, non pas de sa personne. Et le fait de s'attaquer à sa personne va contribuer à aggraver le différend. Parfois, cela aurait pu au départ être juste une question qu'on peut régler au détour de 2-3 paroles qu'on s'est échangées tranquillement, mais parce qu'on a laissé exploser sa colère et qu'au lieu de s'attaquer au problème, on s'est attaqué à la personne, ça peut dégénérer pour devenir un problème beaucoup plus grave. La deuxième chose, il faut aussi reconnaître que dans une relation de couple, lorsqu'on vit en couple, cela ne veut pas dire qu'on doit être du même avis sur tout. Non. Non. La vie de couple ne veut pas dire même avis. Voilà, je ne sais pas, même des jumeaux, les vrais jumeaux ne pensent pas de la même façon sur tout. Non. Il faut reconnaître que nous pouvons, et que très souvent, il y aura des choses pour lesquelles nous serons d'avis différents. Donc ça, c'est un principe qui est important dans la relation de couple. Et aussi, accepter que certains problèmes ne peuvent se régler, comme nous l'avons dit tantôt, par un seul entretien. Par exemple,
il y a la question, par exemple, de la gestion financière, qui est un problème qui n'est pas non moins important dans la relation de couple. Ce n'est pas parce que vous aurez échangé une fois avec votre partenaire et que votre partenaire vous a fait la promesse que oui, je vais changer, je ne vais plus dépenser à tort ou à travers, que automatiquement, parce que vous avez eu cet échange, au lendemain de cet échange, les choses vont marcher comme sur des roulettes. Non, non. Il y a des changements qui sont le fruit d'un long processus. Et dans ce processus-là, nous avons besoin tous de la compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Nous devons faire preuve de compréhension, d'accepter que l'autre puisse trébucher sur le cheminement pour acquérir, comment je vais dire, les habitudes, pour acquérir le comportement que vous pensez être le comportement idéal pour votre relation de couple. Et sans cette volonté de reconnaître que c'est un processus et que ça peut être un processus long et lent, alors il est difficile que l'on puisse éviter des conflits. En troisième lieu, ceci, on ne le dira pas assez. Quand il y a un problème et que vous vous rendez compte que votre partenaire est très émotionnellement engagé sur cette question, dites-vous bien que cette question revêt beaucoup d'importance pour la personne. Dire à la personne que pour moindre chose, tu t'emportes et tout cela, on n'aide en rien du tout. Si la personne, parce qu'on a soulevé un sujet et qu'on se rend compte que l'autre ne se contient plus parce qu'on a soulevé ce problème, il faut se dire que le sujet qu'on est sur le point d'aborder revêt une importance, touche l'autre au plus profond de sa personne. Pour cette raison, à partir du moment où je me rends compte que mon partenaire est particulièrement touché lorsque on aborde une question, lorsqu'on aborde un sujet, que mon partenaire a de la peine à contrôler son tempérament alors que d'habitude c'est d'être une personne très calme, ce qui me reste à faire, l'attitude la plus importante, c'est l'écoute. Je dois inviter mon partenaire à extérioriser les raisons à l'origine de ce profond ressenti qui fait en sorte que, alors qu'on veut parler de cette question, mon partenaire ne se contrôle plus. Ce n'est pas à force de vouloir aligner mes arguments que je vais aider à résoudre cette question. Non, parce que mon partenaire, tant que mon partenaire n'est pas revenu dans une attitude de calme permettant d'avoir un dialogue constructif, il est difficile qu'en avançant mes opinions, que mon partenaire puisse les intégrer. Parce que mon partenaire risque d'être toujours dans l'expression du ressenti associé à ce problème sur lequel on est en train d'échanger. Donc, alors, tout à l'heure, Eliane nous a présenté son cas où apparemment son mari faisait preuve de machisme exacerbé et ils ont finalement décidé de rompre. Alors, est-ce qu'il y a une solution dans un pareil cas? Parce que là, nous sommes probablement devant une situation extrême où il y a un diktat et il n'y a pas de possibilité de dialogue, puisqu'elle a ajouté « Je devrais fermer ma bouche et faire ce qu'il dit ». Alors, de mon point de vue, pasteur, c'est dire qu'un échange comme ça, ce n'est pas suffisant pour apprécier tout le contexte. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu le début de ce que nous pourrions considérer comme communication par rapport à ce que nous avions dit ici. C'est-à-dire que
nous ne sommes pas là dans une relation où il y a une volonté de co-construction. Parce que nous l'avons dit dans les sessions antérieures, c'est qu'un couple, on ne le construit pas seul, on le co-construit, on construit ensemble. Et cette co-construction demande que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ça, c'est la première des choses. Et en deuxième lieu, cela demande que chacun de nous reconnaisse que l'autre doit apporter sa pierre à l'édifice. Or là, j'ai affaire à un scénario où on dirait que l'autre ne croyait pas, qu'il y a un des partenaires qui ne croit pas en ce que l'autre doit apporter sa pierre à la construction du couple. Il y a un partenaire qui ne croit pas que ce que l'autre apporte peut venir l'enrichir. Et là, je pense, sans avoir tous les éléments de la question, que l'une des approches consisterait, bien entendu, à chercher les voies et moyens de comprendre pourquoi l'autre estime que la construction de la relation de couple est un processus qui incombe à lui seul et non pas à eux deux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut chercher à ce que l'autre puisse extérioriser les valeurs qui sont les siens, qui ont forgé son caractère, parce que nous avions dit que notre manière de communiquer est le produit de notre éducation, est le produit de notre environnement, est le produit de nos expériences. Alors, je pense qu'il serait important, dans ce contexte-là, pour l'autre partie qui est ainsi amenée à subir cette réalité, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, chez son époux, fait en sorte qu'il ne croit pas à ce que l'autre partenaire, que ce que l'autre partenaire lui apporte peut être bénéfique et l'aider davantage à atteindre une dimension peut-être beaucoup plus grande que ce qu'il aurait voulu réaliser. Donc, je crois qu'il y a certainement un besoin, non pas de vouloir aller contre cette autorité, mais de vouloir montrer qu'on participe à faire asseoir cette construction de foyer. Parce qu'il peut même arriver que le partenaire soit animé d'une volonté sincère, soit très sincère dans sa volonté de construire son foyer, mais n'est pas convaincu que cette construction de foyer doit être le fruit d'un processus participatif. Alors, nous approchons de la fin, mais j'aimerais poser une dernière question, à moins qu'un de nos invités en pose une. Y a-t-il dans la relation de couple des situations de désaccord irréversibles? Alors, je pense que vous me donnez là l'occasion d'aborder les deux derniers principes qui peuvent aussi aider. C'est que dans la relation de couple, il faut savoir prendre ses responsabilités. Cela suppose savoir reconnaître ses torts. Cela suppose aussi savoir reconnaître ses émotions. Et si on est en colère, savoir reconnaître qu'on est en colère. Si on a mal agi vis-à-vis de l'autre, si on a prononcé un propos qui est déplacé, savoir reconnaître que le propos qu'on a avancé était déplacé. Si on a été source de problèmes au niveau du foyer, si c'est par son fait qu'on est arrivé dans une situation triste au niveau du foyer, il faut avoir l'humilité nécessaire de reconnaître qu'on y a contribué d'une certaine façon. Savoir prendre sur soi ses responsabilités, accepter qu'on y est aussi pour quelque chose. Le problème, ce n'est pas que les autres, on y est aussi pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. L'autre chose qui rejoint la question que vous avez posée, est-ce que
dans la relation de couple, est-ce qu'il y a des problèmes dont on ne peut pas résoudre? Alors, je dirais que l'autre principe pour arriver à régler plus aisément les conflits, c'est l'ouverture au compromis. Être ouvert au compromis. Et ne pas voir le compromis comme un aveu d'échec. Non, le compromis n'est pas du tout un aveu d'échec, surtout quand on sait qu'on est dans une relation du couple qui doit être et que le couple est le lieu de la co-construction. Le compromis n'est pas du tout un échec. Ce n'est pas du tout un acte de faiblesse. Bien au contraire, le compromis dans la relation du couple, c'est d'ailleurs une qualité. C'est ce qui permet à un couple de se solidifier. Donc, je crois que quand il y a des conflits dans la relation de couple, je ne crois pas, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y ait des problèmes qu'on ne peut pas arriver à les résoudre. Je pense plutôt qu'il y a des problèmes pour lesquels il y a l'un des partenaires qui n'est pas prêt à lâcher du lest. Vous savez, très souvent, si vous analysez les cas de conflit pour lesquels on va dire qu'il n'y a pas de solution, très souvent, c'est parce que l'un ou les deux partenaires ont décidé de se figer dans leur position, dans leurs convictions, dans leur idée. Et lorsqu'on arrive à cela, il est évident que la conciliation soit impossible. Parce qu'on ne peut pas concilier des personnes qui ont refusé d'ouvrir la porte à la conciliation. Donc, je crois que, quel que soit le différend, il est effectivement possible d'arriver à pouvoir les régler. Et en dernier lieu, pasteur, et ça, je le cite en dernier lieu parce que même de par ma propre expérience dans ma vie de couple, il m'est arrivé de me rendre compte qu'il y a des moments qui, pour moi, ne sont pas les moments les mieux indiqués pour pouvoir discuter de problèmes. Et donc, il y a ce dernier principe qui dit il faut savoir trouver le bon moment et voire même le bon endroit pour discuter lorsqu'il y a un problème. Alors, essayez de discuter d'un problème alors que l'autre est dans un état de stress, alors que l'autre est très fatigué, alors qu'il vient de, je ne sais pas, de finir un travail extrêmement stressant et on veut à tout prix, parce qu'il y a eu un problème, on veut à tout prix l'inviter à ce qu'on discute. L'autre n'est pas dans les dispositions nécessaires pour une discussion constructive. Donc, le choix du moment pour discuter lorsqu'il y a un problème, le choix de l'endroit pour discuter lorsqu'il y a un problème, ça vaut aussi pour la résolution de ce problème. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Cela va faire bientôt 50 minutes qu'on est ensemble et je crois que les interventions ont été bien remarquées. Je ne sais pas si parmi nos participants, il y en a qui voudraient poser une dernière question et demander peut-être à travers cette question de l'aide. J'attends peut-être un petit peu pour savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Pour cela, il suffit de lever la main, d'ouvrir son micro et poser la question. S'il n'y en a pas, alors je veux remercier Michel Kenmoué. Ah si, il y a une question. Donc, Déborah, tu peux ouvrir ton micro. Rétablis le son, Déborah. Il faut le rétablir. Rétablis le son. Je ne rétablis pas. C'est bon? Oui, c'est bon.
Oui. Vas-y. Alors, voilà. Je voulais savoir quelle attitude adopter vis-à-vis d'un conjoint qui se fige et quelle issue pour ce couple dans cette situation où l'un des conjoints est dans une situation, enfin, dans un état de... il se fige en fait et où la communication n'est plus possible. Que faire en fait dans cette situation et quelle perspective pour ce couple dans cette situation? Alors, j'aimerais bien comprendre pour cette question. Vous dites que faire lorsque l'autre, le partenaire, se fige. Se figer comment? C'est-à-dire refuse de parler. Quand vous dites le partenaire se fige, c'est-à-dire reste bloqué dans sa position et ne veut pas ne veut pas tenter la conciliation, reste sur son positionnement, reste fermé à la communication hermétique. Voilà. Ne cherche pas à résoudre les problèmes. Merci beaucoup. Alors, il y a un aspect de ce que nous avions dit, des cas concrets. Je crois que probablement, pasteur, c'est peut-être la semaine prochaine que nous allons parler de ces cas concrets de résolution de conflits. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, nous l'avons dit tantôt, c'est que il ne faut pas penser que dans une relation de couple, l'exercice de la communication ou bien la recherche de la solution veut dire qu'in fine, vous allez trouver, vous serez d'accord, que vous aboutirez à un compromis. Non, il y a aussi des questions pour lesquelles vous serez toujours d'avis différents. Mais seulement, c'est comment est-ce que vous choisissez de continuer votre vie de couple en sachant que vous êtes d'avis différents sur un sujet. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que sur tous les problèmes qui vont surgir, vous arriverez soit au compromis, soit à une solution où une idée l'emporte sur l'autre. Non. Il y aura aussi des problèmes qui vont surgir dans la relation de couple où vous n'arriverez pas à être de commun accord. Mais seulement, il faut accepter d'être en désaccord, mais en gentleman. Mais si vous pensez qu'il faut à tout prix que l'on puisse trouver, comment je vais dire, une solution, une décision qui va dans un sens ou de l'autre, il faut donc accepter aussi de se donner le temps que cela nécessite. Parce que parfois, si vous le remarquez très bien, même avec un enfant, vous expliquez, il y a des choses que vous pouvez expliquer à un enfant aujourd'hui. L'enfant reste figé par rapport à son jouet, ce que vous lui dites par rapport à son jouet, et l'enfant reste figé dessus parce que par rapport au niveau de compréhension, par rapport aux éléments à la portée de l'enfant lui permettant de comprendre cette situation, l'enfant estime que ce que son ressenti à ce moment, c'est ça qui compte. Et donc, reste figé dans son refus d'écouter ce que vous lui dites. Mais, quelque temps après, alors qu'il a reçu d'autres éléments lui permettant d'apprécier la situation, il finit par mieux comprendre ce que vous avez voulu lui dire. Cela n'est pas seulement vrai pour un enfant, cela l'est aussi, même pour des adultes. Vous ne pouvez pas vous-même compter combien de fois cela vous est arrivé à vous, ou devant une situation, vous croyez avoir toute la lecture de la situation et avez pris votre position par rapport à ce que vous croyez être tout ce qu'il y a à savoir sur la question, pour finalement se rendre compte, quelques mois ou quelques semaines, voire même quelques années après, qu'entre la position que vous aviez, entre les idées sur lesquelles vous étiez tellement convaincu, qu'il faut que ces idées évoluent parce que vous avez de nouveaux outils vous permettant de mieux apprécier la situation
et donc d'avoir une lecture quelque peu différente par rapport à ce que vous aviez avant. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que à partir du moment où nous nous rendons compte que l'autre, parce que parfois on peut être figé parce qu'on n'a pas bénéficié de l'écoute. Et ça, peut-être on n'est pas suffisamment revenu là-dessus sur ce que nous entendons par écoute, qui n'est pas le silence. Vous savez, très souvent, nous écoutons lorsque nous parlons à quelqu'un. L'attitude la plus naturelle, c'est de se taire, mais en réfléchissant à la réponse qu'on va donner à ce qu'on pense que l'autre est sur le point de dire ou va dire. En d'autres mots, nous ne sommes pas dans une réaction d'écoute active. On est plutôt dans une attitude de réflexion et de formulation des éléments de réponse pour convaincre l'autre afin que l'autre puisse épouser notre idée. Lorsqu'il y a une discussion, nous sommes plus dans une démarche de, comment je vais dire, de formuler nos arguments pour les rendre les plus convaincants possibles. Mais ça ne marche pas comme ça dans ce que nous entendons par l'écoute active. L'écoute active nous invite à pouvoir reformuler et à intégrer ce que l'autre dit, nous assurer que nous avons effectivement compris non seulement le ressenti, mais aussi l'opinion de l'autre, mais surtout le ressenti que l'autre a exprimé pendant qu'il était en train d'expliquer son opinion. Et que dans notre analyse du problème, nous avons intégré ces éléments-là dans notre analyse avant de lui revenir avec un avis. Et cela ne peut pas se faire si on ne prend pas le recul nécessaire après avoir écouté l'autre, de réfléchir un tout petit peu sur les mots qu'on veut avancer. Donc, je crois qu'il est extrêmement important de s'assurer que la communication que nous avons eue, qui a conduit à ce que l'autre puisse être figé, a été au départ une vraie communication, a été donc une communication efficace. Parce que si elle n'est pas efficace, c'est peut-être le défaut de communication qui est à l'origine de ce que l'autre puisse se figer. Il faut donc s'assurer qu'au départ, on était en communication et non pas en argumentation. On n'est pas dans une relation de couple, ce n'est pas une cour. On n'est pas devant un tribunal où à qui peut formuler l'argument le plus solide, le plus pertinent. On est dans une co-construction. Alors, si on s'est engagé dans la discussion avec la position de vouloir à tout prix que l'autre intègre nos idées, que l'autre accepte nos idées, que l'autre accepte notre opinion, parce que c'est l'opinion la plus pertinente, c'est l'opinion la plus sagement formulée. Non, on fait fausse route. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le contexte de la relation de couple. En fait, ce n'est pas comme ça que je conçois la qualité de la communication dans la relation de couple. On doit être dans un processus de co-construction. Ce n'est pas à qui a la meilleure idée, mais c'est à qui a l'idée qui permet au couple d'avancer. C'est ça le plus important. Ce n'est pas une question de j'ai gagné, mon idée a été ou tu n'as pas, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je crois que parfois, donner du temps à l'autre pour pouvoir intégrer des éléments. Et quand on dit donner du temps, c'est vraiment donner le temps. Ce n'est pas, quand on dit donner le temps, ça ne veut pas dire que tout le temps, il faut toujours être là après l'autre pour lui dire tu es toujours dans ta position. Non. Voilà. Il faut véritablement donner le temps et si possible, peut-être s'interroger, est-ce que la communication que nous avons eue qui a conduit à ce que l'autre puisse être figé, est-ce que cette communication a été efficace? Vous savez, dans un exercice de communication, on peut avoir peut-être utilisé des mots qui ont blessé l'autre dans son amour propre, qui décide de se figer contre et envers tout. Non pas parce qu'il ne voit pas que ce que vous avancez est une idée pertinente, mais juste parfois par orgueil pour montrer que, alors, si c'est donc de cette façon, alors je ne te suis pas. Donc, je crois à la communication efficace
demande effectivement de s'assurer que les échanges ont été des plus constructifs en tenant compte des avis des uns des autres. C'est vrai qu'avec des exemples de cas comme ce qu'on dit, c'est difficile de pouvoir donner des conseils les plus appropriés, qu'on est obligé de rester de manière assez générique parce qu'on n'a pas toujours la maîtrise des cas spécifiques. C'est vrai. Alors, nous avons quand même 2 questions tardives. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'y répondre. L'une de ces questions est: la prière serait-elle inefficace dans la communication de couple? Et l'autre exprime une autre situation qui serait que les difficultés de communication se heurtent à certains tempéraments. Et certains pensent, il y a encore une autre question, parfois je n'ose pas parler, comment faire? Donc, vous aviez dit, il y a une question sur les questions de la prière, si j'ai bien compris. Et la prière serait-elle inefficace dans la communication de couple? Et l'autre question serait, si je n'arrive pas à parler, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, il faut dire que la prière, c'est une arme extrêmement efficace si nous savons l'utiliser. Tous les principes que nous avions énoncés ici, ils ne s'acquièrent pas en un jour. Ils ne s'acquièrent pas au sortir d'un séminaire. C'est vrai qu'ici, c'est plus un exposé, mais normalement, ces types de programmes sont des programmes avec des exercices pratiques. Même si on l'avait fait sous forme d'atelier avec des exercices pratiques, ce n'est pas au sortir de là qu'on va de but en blanc acquérir ces compétences et savoir les manipuler. Nous avions dit dans la session précédente, pourquoi est-ce qu'apprendre un nouveau mode de communication peut être très compliqué et être un processus de très longue haleine. Mais là où c'est difficile, c'est bel et bien là où la prière peut rendre ce qui peut paraître comme un processus long, difficile, possible. Je crois que si nous sommes animés par la volonté d'acquérir des bonnes méthodes de communication, dans le souci de faire en sorte que notre relation de couple puisse être une relation où il fait bon vivre, nous sommes en collaboration avec la volonté de Dieu. Et dans ce cadre-là, je pense qu'une prière faite à Dieu pour que l'Éternel puisse nous aider à réussir cet apprentissage ne peut être qu'une prière que Dieu va certainement nous exaucer et nous aider. Parce que lui-même veut que les relations de couple, c'est lui qui a institué la relation de mariage. Donc, il veut que les relations de couple puissent être des relations qui soient fructueuses, qui soient fécondes, qui soient des relations où il fait bon vivre. Je ne pense pas que la volonté de Dieu d'instituer le mariage, c'était pour que nous puissions vivre la désillusion. Non, je crois que c'était pour que nous puissions y être heureux. Alors, donc, je serai la dernière personne à croire que la prière est inefficace. Non, je crois que la prière est importante, la prière est très utile, la prière est complémentaire à, peut-être pas complémentaire, mais la prière est première et ensuite vient les efforts que nous pouvons à notre niveau apporter pour montrer notre volonté d'aller vers la direction de la prière que nous avons formulée. Maintenant, pour le cas de la question sur le fait de ne pas parler, comment faire? C'est difficile à répondre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas? C'est parce qu'on a perdu la voix, c'est parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce que on a peur d'être jugé. Bon, là, cette question, je pense que c'est extrêmement difficile de répondre. Et peut-être que la prière pourrait aider cette personne à trouver le chemin de la parole, le langage qui lui permettrait de communiquer dans de meilleures conditions. Alors, nous voulons terminer maintenant. Merci Michel Kenmoué pour tous ces conseils. J'espère que ceux qui ont participé aujourd'hui ont reçu des informations et ont reçu des outils à utiliser, tout en sachant que
tout apprentissage prend du temps, mais il faut de la patience et il faut aussi de la persévérance dans les activités de communication pour que l'on soit un jour satisfait. Alors, il y a un participant qui nous dit que l'orgueil pourrit les relations. Et c'est vrai que la question du tempérament joue un rôle et je pense que très bientôt, nous aurons abordé la question du tempérament dans la détérioration ou peut-être aussi dans la consolidation des couples.